Salut à tous et bienvenue pour cette mise au point du mois de novembre qui va être relativement courte je pense parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc je vais essayer de pas prendre trop de temps là-dessus. D'autant plus que les vidéos Disneyfield sur lesquelles revenir ça devrait être assez rapide. Bon, sachant que j'en ai déjà parlé à l'avance à quelques reprises, mais il faut bien se rendre compte que on approche plus ou moins de la fin de ce que j'avais prévu. Hein, on va traiter les films Winnie l'ourson le mois qui vient et ça va pas être la joie pour moi. Hein. C'est vraiment des films. Je vous préviens tout de suite, vous allez pas me voir être très très joyeuse de les critiquer et je vais bien m'énerver dessus. Mais c'est vraiment pas des critiques qui m'a plu une seconde de faire. Ah donc ça va peut-être se ressentir, peut-être que vous le vivrez mal, je suis désolé pour ceux qui sont fans des films, mais punaise des deux films Winnie l'ourson fait par Disney Animation Studios, je les ai détestés, hein, mais vraiment. Et c'est clairement pas mon truc. Mais bon, une fois que ce sera fait, il ne me restera plus rien de Disney Animation Studios et de Pixar qui soit sorti avant 2019 à faire. Donc bien entendu, il y aura le rattrapage de ce qui est sorti récemment, que je compte traiter, je ferai ça assez tôt dans l'année 2020. Et après, il va falloir que je tire un peu sur la corde sur pas mal de points pour pouvoir avoir du matériel dans l'année 2020. Et je pense que l'année 2020, ça va être un petit peu rattrapage de tout ce que je peux rattraper à peu de choses près. Et ce sera bon, quoi. Soit je passerai à autre chose, soit je ralentirai vraiment le rythme de façon notable pour je ne sais pas quoi, pour permettre de faire la transition sur d'autres types de vidéos. Hein, nous verrons selon. En tout cas, oui, on approche vraiment de la fin avec ça et que ce soit bien clair. Oui, l'ourson, j'ai attendu des plombs pour le faire parce que j'étais vraiment pas chaud à l'idée de faire ces films-là, mais faut les faire. C'est une obligation que j'ai fait saludos amigos, alors bien entendu, Winnie l'ourson, il faut bien. En tout cas, les Disneyfield de ce mois-ci ont eu une réception plutôt agréable. Je vais pas avoir grand chose à dire sur les retours que j'ai eus, vous avez été tous très sympas. Il y a pas mal de gens qui ont fait partager leurs pires et leurs meilleures scènes Disney Toon à leurs yeux après que j'ai fait ça avec les miennes, donc ouais, c'était cool d'avoir vos avis différents. Il y en a certains qui m'ont reproché un petit peu de ne pas avoir mis telle ou telle scène à un moment donné, et j'aimerais juste signaler que ouais, c'est une liste limitée, quoi, et j'ai dû faire les choix. Bien entendu, il y a certaines scènes qui sont pas passées loin, hein, ne serait-ce que dans les meilleures scènes, j'en sais rien moi. Dans Aladdin 3, le combat contre Salouk était quand même vachement fortiche. Dans Le Roi Lion 3, il y a une scène très jolie entre Simba, Timon et Pumba que j'ai trouvé très bonne aussi. Il y a également la scène de Clochette et le secret des fées qui était très jolie entre Clochette et sa sœur. D'autres petites scènes comme ça qui sont jolies, qui sont pas passées loin de, du top 10 des meilleures scènes, mais voilà, il fallait faire un choix, et c'est pareil dans l'autre sens, hein, pour le top 13 des pires scènes, il a fallu faire un choix, il y avait vraiment matière, il y en a qui sont passés à la trappe. Oui, la scène où Pocahontas et John Smith se quittent à la fin du film en mode tranquille, comme si ça représentait pas grand chose qu'ils ont vécu, c'est énervant. Oui, la scène avec les gorilles débiles dans Tarzan 2, la quasi-totalité des scènes avec ceux-là et sont gavantes, mais c'est pas passé loin du top 13, mais pas tout à fait. Et ouais, Atlantide 2, j'ai pas mis de scène dans Atlantide 2, ça veut pas dire une seule seconde que je revois ce film à la hausse, ça veut juste dire qu'il y a aucune scène qui s'est particulièrement démarquée plus que les autres en mal. C'est de la merde ce film, c'est ultra bête et ahuri, mais il y a pas beaucoup de scènes qui sont particulièrement plus bêtes et ahuries que d'autres. Donc ouais, ça se tasse un petit peu, donc il n'y a aucune scène qui est ultra remarquable par rapport à ça. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour vous dire, hein, bien entendu, il y avait tout un choix à faire, comme d'autres cas, hein, quand on fait un top 10, un top 15, etc. Il y a toujours énormément de choix, et souvent on en a beaucoup trop, on a toujours un peu de mal à faire
à faire la part des choses et à bien décider qui va rester. Hein, il faut faire un choix. J'ai fait ce choix-là, hein, bien entendu, ça dépendra toujours de la personne. Mickey et Donald de Dingo, les trois mousquetaires, là aussi j'ai des retours tout à fait sympathiques. Personne n'a particulièrement dit grand-chose pour me contredire. Il y a des gens qui ont été plus pris là-dedans parce que ça les aura plus marqués, que c'est quelque chose qu'ils ont bien découvert, etc. C'est cool de voir nos trois icônes Disney être représentés en tant que héros d'un film, un long métrage Disney animé. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça souvent, donc ça fait plaisir à voir. Je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Je trouve que dans des films comme, j'en sais rien, moi, des courts moyens métrages comme le Noël de Mickey, c'est quand même plus efficace. Parce que ça joue sur la personnalité des héros de façon un peu moins directe et niaise. Parce que là, c'est quand même un petit peu niais la façon dont on joue sur la personnalité, le caractère typique de nos héros. Mais ouais, c'est quand même un bon petit film qui se regarde un petit peu. Hein. C'est pas mauvais, mais bon, je sais pas, quand je compare ça à énormément de films que j'ai traités, faut pas exagérer quoi, c'est loin d'être sensationnel. Je le dis, ouais, j'ai découvert ça très peu de temps à sa sortie, j'étais encore ado. Enfin, pas loin de. J'étais plutôt début d'âge adulte, quoi. Je devais avoir 18 ans, quoi. Donc, j'étais pas encore dans ma période où je réfléchissais à fond sur les films que je regardais. Donc, ouais, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a bien plu. J'étais pris dans l'ambiance, etc. Après, un regard un peu plus adulte, après coup, ça reste sympathique à suivre, mais quand même. On sent que c'est un peu faiblard en termes de ton, en termes d'ambition, hein, ça se ressent vraiment. Il nous reste à parler du Disney VHS sur Watership Down, ou la folle escapade en français. Comme j'ai dit, c'est au même niveau que le drôle du Noël de Scrooge. Parce que voilà, Watership Down, c'est clair et net, c'est la garenne qui tombe, quoi. C'est ce que ça dit, ce titre anglais, quoi. Il y a quelque chose de clair dans le fait que le but de notre groupe, c'est de trouver une garenne pour bien vivre. C'est un petit peu le but premier de notre groupe. Là, c'est la folle escapade. Ça a une connotation totalement légère, la folle escapade. C'est comme le drôle de Noël de Scrooge. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il y a une ou deux personnes qui m'a dit en commentaire ah, mais tu sais, le drôle de, on peut voir ça comme curieux. Donc, ouais, on peut pas dire que Scrooge vit à Noël qui soit pas curieux. Donc, ça peut coller ce titre. Non, faut arrêter les conneries. Même si vous interprétez ça comme ça, quand on utilise drôle de, ça a une connotation légère et presque enfantine. Ça essaye vraiment d'attirer un public familial, alors que c'est pas du tout le terme. Pas du tout le ton voulu par le film, hein, en tout cas en grande partie. Il y a un mélange de tons que je trouve assez moyen, comme je l'ai dit dans ce film. Et c'est pareil ici, en pire je trouve, dans l'absolu, parce que la folle escapade, folle, ça a une connotation employée comme ça, surtout avec escapade derrière, totalement légère, alors que c'est pas du tout un film léger. Mais vraiment pas, là c'est même pas qu'il y a un mélange de tons, là c'est vraiment, c'est majoritairement assez sombre quoi, donc c'est un peu ridicule. Sinon oui, on m'a demandé où est-ce que j'avais trouvé cette VF, où est-ce que j'avais trouvé le DVD, alors si j'arrive à le retrouver déjà, hop. Alors ce DVD j'ai trouvé sur Amazon. J'ai fait des recherches, les gars, sans vouloir être vexant. Et la VF... alors, la VF qui est sur DVD, oui, il faut que je parle un petit peu des différentes versions, parce que ce DVD, je trouve, c'est un peu du foutage de gueule. D'autant plus que, bon, c'est pas une version qui est rééditée régulièrement. Hein. Ça, j'ai acheté ça alors que il y avait plus beaucoup d'éditions du truc. C'est pour ça que ça m'a coûté un peu plus cher que le DVD habituel que j'achète. Donc ouais, hein, il aime bien me faire acheter des DVD de films qui ont une notoriété relativement restreinte, Rasputin, Show 212, pour que je raque un tout petit peu plus. Enfin bon, c'est un détail, ça, c'est un détail. Donc, ouais, ce truc-là, j'ai trouvé sur Amazon, et gros problème avec ça, enfin, en tout ce qui me concerne, c'est qu'il n'y a que la VF. La première VF. Alors, c'est le DVD qui contient la version intégrale, parce que d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai suivi, j'ai pas trop fait gaffe honnêtement avec la deuxième version française, mais c'est vrai que quand on regarde la durée, c'est un petit peu moins long, et alors que j'ai pas l'impression une seule seconde qu'on coupe quoi que ce soit de critique, ou quoi que ce soit, on suit la même chose, j'ai l'impression que ça a juste amélioré le rythme. Donc ouais, ce recoupage de la deuxième VF me va 100 fois mieux, je trouve. Bon, c'est la première VF de 1978 que j'avais.
Et ouais, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais un petit peu rebuté par ce doublage. Non pas parce que les comédiens étaient mauvais, mais parce qu'on leur laissait clairement pas le temps de vraiment donner une bonne prestation une bonne partie du temps, je trouve. Et j'ai pas eu l'occasion, ce DVD ne me donne pas la chance de pouvoir voir la VO en plus. Genre, c'est un DVD qui n'a absolument aucun bonus. Bon, ça c'est pas trop grave, mais ça ne donne même pas la possibilité de voir la VO. Très sympa, hein. Pour un DVD sur lequel j'ai bien raqué, ça me fait un petit peu chier quand même, hein. Donc, ouais, cette première VF que j'ai vue sans pouvoir voir la VO, elle m'avait à moitié convaincu. C'est-à-dire que bon, ça restait quand même acceptable une bonne partie du temps, faut pas exagérer, mais c'est quand même pas non plus super la plupart du temps. Alors que la seconde VO, lorsque je l'ai découverte, parce que voilà, il y a toute une petite histoire derrière ça, quoi. Normalement, lorsque j'ai un DVD comme ça et que c'est difficile de trouver une VF directement sur le net, et ben ce que je fais, c'est que j'utilise mon ordinateur pour recopier le fichier vidéo via le DVD directement. Voilà comment j'ai eu la première VF, c'est tout, hein. Et j'ai essayé de faire ça avec ce DVD en me disant que ce serait sans doute très chiant de trouver une VF sur le net. Et il y a eu un problème. C'est-à-dire que il y a mon logiciel qui me fait enregistrer ce qu'il y a sur mon ordinateur qui a déconné et qui donnait un putain de décalage. Donc ce qui fait que c'était inutilisable cet enregistrement que j'avais fait. Et je me suis dit plutôt que de devoir me retaper ce film qui accaparait tout mon écran DVD, tout mon écran d'ordinateur pendant 1 heure et demie et plus afin de réenregistrer ça, je me suis dit tiens, est-ce que je vais vérifier s'il n'y a pas une VF disponible directement sur internet pour pas me faire chier. J'en ai trouvé une, c'était la version 2 française. Et c'est à partir de celle-là donc que j'ai fait ma critique et je me suis rendu compte que punaise c'était 100 fois mieux doublé. J'exagère, pas 100 fois mieux doublé, mais voilà, les comédiens avaient vraiment le temps de faire quelque chose, de pousser pour leur doublage, et ce qui fait que c'était beaucoup plus naturel, beaucoup plus rapide. Et j'ai le sentiment que, ouais, il y a eu un découpage plus vif, ce qui fait que pas mal de moments où il y avait des blancs inutiles et un peu chiants ont été raccourcis de façon propre, sans jamais défaire la violence du propos. Il y a exactement la même violence dans les deux versions, hein, même si la deuxième version est plus courte. C'est pour ça que je préfère la deuxième version française. Mais si vous voulez la première version française, bah, je vous encourage à chercher ce DVD sur Amazon, il est disponible. Ou sur eBay sans doute, hein, ça doit être pareil. Tapez la folle escapade et tout. Sinon, bah, je suis désolé, hein, je sais pas. Hein, je sais pas où pouvoir trouver la première version française sans payer. Voilà, ça c'est dit. Sinon, là aussi, j'ai eu des retours très sympathiques, pas grand chose sur lesquels revenir, à part, donc, comme je dis, les personnes qui ont voulu un peu savoir pour la première VF. Et le truc sur lequel on m'a repris, c'est que certaines personnes n'ont pas été gênées par l'ambiance mysticisme. Je m'en doutais qu'il y aurait des gens qui diraient « Ah, moi je trouve que ça rajoute quelque chose à l'ambiance. » Et vous savez quoi, ben, interprétation différente. Honnêtement, je peux comprendre ça. Personnellement, je sais pas, il y a quelque chose de très dur, très réaliste, très cru là-dedans, et qui ne se prête pas au mysticisme pour moi. Et le fait qu'il y ait du mysticisme bien appuyé là-dedans me gêne un petit peu dans mon appréciation, quoi. C'est, si vous aviez pas fait ça, si vous aviez évité aussi le coup du comique de service un petit peu ridicule de façon forcée avec l'oiseau, si vous étiez vraiment parti à fond sur le ton que vous avez choisi qui occupe la grande majorité de votre film, j'aurais vraiment adoré. C'est pas le cas, et ça me gêne beaucoup ces instants-là. Mais voilà, quoi, le côté mysticisme, pour moi, ça passe pas. Vraiment pas. Et même, oui, l'interprétation de Rasputin Show de 112, justement, qui dit que selon lui, c'est pas forcément vrai ou pas, c'est ouvert à l'interprétation, et qu'en fin de compte, c'est juste une religion de la part de nos lapins, mais voilà, c'est eux comme ceux qui perçoivent ça, mais si ça se trouve, c'est pour de faux. Je sais pas trop, la mise en scène me donne pas trop cette impression-là, hein. Ne serait-ce que l'intro bien prononcée du début, qui donne quand même
le sentiment que le film veut vraiment, vraiment partir sur le côté, oui, c'est comme ça que le monde est né, c'est comme ça que le règne animal s'est mis en place. J'en sais rien, hein. Pour moi ça donne pas trop cette impression-là. Mais à nouveau, hein, ouvert à l'interprétation, et si ça vous dérange pas le mysticisme, tant mieux pour vous, hein. C'est une fois de plus, c'est critique, c'est mon avis qui ressort, et c'est pas une vérité absolue, je le précise une énième fois. En tout cas, voilà pour le retour sur les Disneyphiles. Il reste à voir donc le seul sujet de cette mise au point à nouveau. Je vais essayer de faire court parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Et ça va être en lien avec quelque chose qui m'est tombé dessus durant ce mois. Et vraiment, ça m'a pris par surprise. C'était quoi ce truc? Je pense que je suis pas le seul. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont circulé sur YouTube depuis autour de la loi COPPA. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une loi pour les enfants qui vise à réguler un peu le contenu YouTube pour bien déterminer qu'est-ce qui est destiné aux enfants et qu'est-ce qui l'est pas. Alors, si vous avez une chaîne YouTube, normalement, vous avez été frappé par ça. Enfin, si vous avez une chaîne YouTube qui produit ne serait-ce qu'une ou deux vidéos, vous avez dû être touché par ça, ça a dû vous parler. Et le concept de la chose, c'est de savoir déterminer, de leur dire de façon claire quand est-ce que nos vidéos sont destinées à un public enfant ou quand est-ce qu'elles ne le sont pas. Alors, sur le principe, ça me gêne un petit peu, parce que ça appuie un souci de la société en règle générale, hein, pas seulement de YouTube, un souci de la société en règle générale, autour du fait que plus ça va, plus les parents sont laxistes et laissent leurs enfants faire un peu tout ce qu'ils leur chantent, et donc c'est vraiment les médias eux-mêmes qui doivent faire un effort ultra supplémentaire pour se censurer, pour être sûr que les enfants aient le moins de chances de tomber sur des propos qui ne leur correspondent pas. C'est un peu le truc. Parce qu'il y a une partie importante de parents actuels, je parle pas de tous les parents, je parle d'une partie de ces parents-là, qui sont pas fichus de faire gaffe à ce que leurs enfants regardent, surtout leurs jeunes enfants. Voilà, et on est obligé de passer par là. Voilà, on ne pourrait pas avoir juste des parents qui essaieraient de faire gaffe à ce que voient leurs enfants quand ils sont à la maison, histoire d'être sûr qu'ils fassent gaffe à ça. Non, 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 il faut que les médias eux-mêmes se chargent de réguler ça. Ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. Et tant que ouais, YouTube est tombé là-dedans aussi, il faut qu'on fasse cette distinction-là maintenant. Je vous cache pas que ça n'a jamais été clair pour moi ce délire. Qu'est-ce que ça veut dire pour enfants ou pas? Parce que j'estime, bon, j'ai dit clairement que c'est pas vraiment prévu pour enfants mon contenu, et je le pense quoi, je pense très sincèrement que la quasi-totalité de mes contenus, faut bien avoir 13 ans ou plus, au moins commencer à être un peu adolescent pour arriver à apprécier ça et pas être braqué par le fait que ah, tu dis du mal de film Disney, t'es méchant toi. Ce genre de truc. Et cela dit, je pense quand même qu'il y a quelques vidéos ci et là qui peuvent parler à un public de 10-12 ans, voire un chouïa plus bas, genre 8-9 ans à la limite, si l'enfant est assez précoce. Mais ouais, quoi, seulement quelques cas à part. Des fois, oui, il m'arrive de jurer, assez régulièrement il m'arrive de jurer, il m'arrive de faire des allusions sexuelles assez poussées, ce genre de choses. Donc oui, bien entendu, hein, j'estime que mes vidéos sont pas vraiment destinées à des enfants. Et ouais, la limite d'âge qu'ils ont dit, et c'est pour ça que je pense quand même que ça va être clair, c'est 13 ans. D'après la légalité aux États-Unis, puisque ça se calcule là-dessus, c'est 13 ans. Et oui, donc à partir de 13 ans, mes vidéos seraient normalement destinées à ce public-là. Ok. Je veux bien être d'accord avec ça, mais oui, c'est clair et net qu'il y a énormément de chaînes pour lesquelles ça va être une ligne difficile à déterminer, quoi. Est-ce que mes contenus sont prévus pour les enfants? Si on fait un contenu qui essaye vraiment de parler à tout le monde, parce que c'est vrai que ça peut être le cas, hein, j'en parlais d'ailleurs avec Disney justement, on peut avoir un contenu qui peut parler vraiment à tout le monde. C'est-à-dire, oui, on peut avoir 7-8 ans à apprécier ça, mais on peut avoir 40 ans et apprécier ça, et entre les deux, évidemment. Donc on peut faire du contenu comme ça, je pense, sur YouTube. Hein. J'estime ne pas vraiment faire partie de cela. Je pense quand même cibler un public ado, adulte et pas vraiment enfant. Mais voilà, on peut faire du contenu comme ça et c'est un peu ennuyeux
de d'avoir à faire cette distinction-là, parce que si on dit que notre contenu est pour les enfants, et d'après ce que j'ai dit, ce que j'ai lu dans ce qu'ils m'ont balancé dans cette charte à la con, ça veut dire qu'il y a certaines pubs qu'on ne pourra pas avoir, et certaines publicités ne pourraient pas se faire sur nos demandes pour être payé, pour avoir des revenus. Si on considère que notre contenu est adapté aux enfants, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va être une source qui empêchera un petit peu les adultes d'y venir, alors que ça peut être adapté aux deux? C'est pas super clair la distinction qu'ils en ont fait, quoi, et ça donne l'impression de scinder YouTube en deux, c'est-à-dire est-ce que c'est pour les enfants ou est-ce que c'est pour les autres, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, comme si on pouvait pas mélanger les deux. C'est un peu bizarre leur présentation, ça n'a pas été super clair, ou alors il y a des tonnes de chartes à lire, et je vous cache pas que j'ai pas non plus tout lu en détail, mais j'ai quand même lu une bonne partie, et ça donne un peu cette impression-là, comme quoi, oui, enfant d'un côté, ado et adulte de l'autre, quoi. On peut pas mélanger. Non, ça peut pas se faire. Et bon, toute cette introduction pour parler de Copa, il y a beaucoup d'autres créateurs de YouTube qui, je suis sûr, vous en parleront mieux que moi, pour bien mettre en avant le fait que oui, mon contenu n'est pas vraiment pensé pour être destiné à un public très très jeune. Depuis le début, c'est comme ça. Et que c'est pas parce que c'est Disney que ça doit forcément être vu comme quelque chose qui attire les enfants. Alors ça, c'est un truc, j'en ai parlé à plusieurs moments. D'ailleurs, je vais faire un petit peu une réminiscence sur pas mal de points sur lesquels j'avais discuté avant dans mes mises au point. Si je traite Disney avec le point de vue critique que j'ai aujourd'hui, c'est d'une part parce que je pense que Disney n'est pas prévu pour les enfants uniquement. Les films Disney Animation Studios et même d'autres studios, Pixar et d'autres, même Disney tourne, hein, je trouve que c'est pas toujours seulement pour les mioches, hein. Il y a des films qui valent la peine d'être vus en tant qu'adultes, sincèrement, qui ont des attraits pour les adultes, je trouve, pour les ados et les adultes. Ça a toujours été mon mode de pensée, et c'est l'une des deux raisons principales pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne. Voilà, j'ai lancé cette chaîne pour pouvoir parler d'un sujet qui me parle, et il y avait quelques sujets qui me parlaient, évidemment, hein, c'est pas seulement Disney, mais Disney a été un sujet qui me parle parce que j'ai suivi ces films-là, et parce que je voulais montrer via mes critiques qu'un film Disney peut être apprécié, que vraiment les films Disney peuvent être appréciés et jugés d'un point de vue pas c'est pour les enfants, c'est familial, faut pas se poser trop de questions, faut pas être trop critique. Non, un film Disney peut être jugé avec la même sévérité critique que n'importe quel autre film. Simplement parce que c'est Disney, on est censé laisser passer certaines choses et se dire tiens, c'est pour les enfants, pourquoi s'embêter à y réfléchir? Genre, tu débranches ton cerveau, tu t'attends juste à avoir du rêve, tu rêves et puis voilà, tu vas te faire foutre. Tu vis ta vie, tu prends ton plaisir et puis voilà, tu te poses pas de questions. Mouton! Et ouais, c'est, je pense, la raison principale pour laquelle je voulais lancer ces vidéos, la raison éthique, la raison intellectuelle principale pour laquelle je voulais lancer ces critiques de vidéos. Montrer qu'on peut être fan de Disney sans être un mouton qui doit juste adorer, avoir son âme d'enfant et apprécier n'importe quoi qui lui vient dessus. Quand il y a quelques mois de ça, j'ai fait une réponse à une vidéo d'Anal Génocide qui revenait un petit peu à dire que Disney c'était une aliénation des masses. Comme quoi, oui, si on adhère au contenu Disney, on est un sale mouton qui va être totalement défini par cette vision complètement niaise de la vie. Et pour moi, c'était important, et c'était le but premier de ma chaîne, de montrer que non, c'est pas une obligation quand on apprécie Disney, quand on se dit fan de Disney, d'être un mouton aliéné qui ne va voir le monde qu'à travers les lunettes roses de Disney et leur approche de contes de fées, sans chercher la complexité de la vraie vie réelle, sans réfléchir à ça, comme si
ça nous formait dès la naissance pour être des zombies écervelés, pas fichus de comprendre la complexité des choses. Et c'est, je trouve, une vision super réductrice de ce que doit être un fan Disney. Malheureusement, et je vais pas lui nier ça, oui, il existe des gens comme ça. Il existe des gens qui ont vécu seulement en regardant des films très typés hollywoodiens, faciles, et donc majoritairement du Disney, et qui gardent un peu trop cette âme d'enfant. Parce que oui, j'ai vu une personne qui m'a un peu critiqué rapidement sur un vlog ou un truc comme ça. Je fais un peu gaffe à ça. Je suis un peu égocentrique sur les bords. Qui m'a un peu critiqué sur un blog en disant ouais, je trouve qu'il est pas bien placé pour critiquer Disney parce que pour moi, et pour pouvoir critiquer Disney, il faut avoir su garder son âme d'enfant pour le faire. Il faut savoir se poser en gardant son âme d'enfant. Non, mec, c'est toi. Si t'as envie d'être comme ça, ok, j'espère que dans la vraie vie t'es différent de comment t'apprécies tes films, mais on peut apprécier Disney sans être un mouton qui est resté un gamin toute sa vie. On peut apprécier Disney différemment de toi. Et c'est ce que je voulais faire vraiment passer de façon claire et nette dans mes vidéos. Que je peux apprécier Disney, que je peux apprécier les grandes choses qu'ils font, parce que des fois ils font vraiment des grandes choses, sans être un mouton qui dit que tout ce que fait Disney est génial, dès lors qu'il y a de la couleur, dès lors qu'il y a du mouvement, etc. Il faut plus que ça, il faut quelque chose de réfléchi, et oui, histoire de montrer que Disney sait faire des choses réfléchies et poussées, complexes. Et que oui, des fois quand il essaye de faire ça, il se plante, je trouve. Des fois quand il ne va pas trop loin pour faire ça, ça ne devient pas un des meilleurs films pour représenter le studio, je trouve. Et que on peut rester fan de Disney, suivre ce studio sans être un fanboy écervelé qui jugera que tout ce qu'ils font c'est du chef-d'œuvre à quelques détails près. Genre, ouais, quoi, si pour vous être fan de Disney, c'est trouver que 90% de leurs films c'est du putain de chef-d'œuvre, avec quelques petites erreurs de parcours ci et là, histoire de dire que quand même, hein, il y a eu quelques petits moments de dérapage, hein, genre vraiment des petites périodes ci et là, la période 2000 par exemple, les années 2000 c'est la période la moins bien vue souvent par mal de gens parce que voilà, c'est une période qui a moins fait parler d'elle, c'est une période de transition de la 2D vers la 3D et les gens n'ont pas été autant pris dedans. Pour beaucoup de ces films-là. Et donc voilà, il y a une espèce de consensus presque pour dire que cette période-là est pas la plus géniale. Donc on peut se permettre un peu de critiquer ces films-là et de dire qu'ils sont pas super. Par contre, tous les films sortis dans les années 90, tous les grands classiques d'avant, tous les films qui sortent maintenant que Disney a nouveau le vent en poupe, là on peut pas dire une seule fois du mal d'eux parce que voilà, c'est Disney, ils ont repris leur flamme et maintenant tout ce qu'ils font c'est génial. Ben non, pas pour moi. Des fois ils font quelque chose de bien dans leur pire période, des fois ils font quelque chose de mal dans leur meilleure période, ça dépend de l'œuvre au fur et à mesure, ça dépend de comment ça s'est bien agencé, comment ça a bien été organisé, si l'histoire a bien été racontée, les problèmes de production qu'il y a eu, etc. Qu'est-ce que ça donne au final, qu'est-ce que donne le produit. Et c'est ça que je veux renvoyer. Je suis quelqu'un qui apprécie qu'on me donne des bons produits avant tout. Je suis loin d'être une des personnes à se dire « Ah, ça vient de tel secteur, ça vient de tel producteur, tel réalisateur, telle compagnie, etc. Ça va forcément être génial. » Non, je suis quelqu'un qui remarque une certaine récurrence dans des produits réussis parmi telle compagnie ou tel réalisateur. Et donc, oui, je fais gaffe à ça. C'est pas parce que j'ai beaucoup de respect pour un réalisateur que je vais juger automatiquement leurs films comme géniaux. Il peut même arriver que certains réalisateurs que j'aime beaucoup tombent mal ou réussissent vraiment très mal un film au point qu'il en devienne mauvais.
Et c'est pareil pour la compagnie Disney. Disney a su créer quelques-uns des films que j'adore le plus, vraiment, hein, dans tous les films sortis et existants, il y a certains de leurs films qui sont parmi ceux que j'adore le plus au monde. Hein, que ce soit Toy Story 3 ou La Planète au Trésor, ce sont des films que j'adore à un point, vous imaginez pas. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça, et ils ont su créer beaucoup de films qui tiennent la route, pas mal de films qui m'ont vraiment sincèrement plu, beaucoup de films qui tiennent la route, une très très grande majorité de films qui sont au moins corrects, et voilà, il y a eu quelques mauvais moments, quelques passages où ça s'est mal fichu, mal goupillé, surtout sur Disney Toon, c'est sûr. Mais bon, Disney Toon, c'est un studio à part. Hein. Quand je parle de Disney en règle générale, je fais souvent allusion à Disney Animation Studios et Pixar. Hein, rarement, je prends rarement en compte Disney Toon. Voilà, il y a vraiment eu un talent indéniable là-dedans, où ils se donnent les moyens, où ils essayent vraiment de peaufiner leur scénario. Et souvent ça se ressent un petit peu, et à différents degrés. Des fois, c'est discutable sur certains points, et j'ai envie de pointer ça, parce que bon, je suis quelqu'un qui aime se plaindre, mais aussi parce que je suis quelqu'un qui aime avoir un produit totalement réussi. Quand le produit est réussi partiellement, je suis content d'avoir eu ça, hein, c'est mieux que d'avoir rien vu du tout, mais je peux quand même me plaindre, déplorer le fait qu'il y avait moyen de faire mieux. Je prends la peine de faire ces critiques Disney parce que j'aime Disney en tant que compagnie créatrice de dessins animés. Voilà, le reste, je m'en bats les couilles. Hein. En termes d'attraction, de tout ce que vous voulez, je m'en fous royalement. C'est comme n'importe quel autre truc. Quoi. Ils ont fait des films non animés, ok. Il y en a certains qui sont bien, d'autres pas bien. Ils ont fait des tonnes de trucs Disney en plus de ça, je m'en fous royalement de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont fait en termes d'animation. Et ils ont fait pas mal de choses qui m'ont grandement plu. Et c'est pour ça que je me dis fan de Disney. Par contre, je me dirais, je serai jamais fanboy parce que je trouve que c'est stupide d'être fanboy de quoi que ce soit. Et jamais je serai un mouton par rapport à ça. Quand Disney fera quelque chose de bien, je le dirai, mais quand Disney fera quelque chose à redire, je n'hésiterai pas à le pointer, parce que pour moi, s'intéresser vraiment à quelque chose, c'est pas juste dire regardez comme tout est génial dans ce quelque chose, c'est savoir reconnaître quand ce quelque chose, cette compagnie, ce réalisateur est à son meilleur niveau, et quand il ne l'est pas. Et voilà, je voulais montrer plus ou moins en créant cette chaîne que c'est être fan de Disney, c'est pas tout adorer, c'est savoir avoir un regard critique et avoir quand même beaucoup d'admiration pour les créations Disney, les meilleures créations Disney, c'est ce qu'elles nous ont apporté et c'est ce que je voulais montrer. Voilà pourquoi c'était important pour moi de faire cette chaîne, de partir sur ce sur quoi je suis parti avec Disneyphile. Et si jamais je devais partir sur un autre studio, parce qu'il y a de fortes chances que je parte sur un autre studio au bout du compte à un moment donné, pas forcément DreamWorks, beaucoup de gens diront « Oh, DreamWorks », voilà, je pense qu'il y a plus de chances que je m'attaque au studio d'animation d'ici, si vous voulez. Hein, en fait, ça me fait assez marrer, parce que quand j'y pense, s'il y a bien 4 franchises plus ou moins, un truc particulier sur lesquels j'aurais le plus envie de me pencher, ce serait dans l'ordre, je pense, Disney, évidemment, DC, mais animation, hein, bien entendu, j'en m'en fous des films live action maintenant, et après ce serait Dragon Ball, tout le lore autour de Dragon Ball, hein, même si Dragon Ball Super m'attire pas du tout, mais tout ce qui a été fait autour de Dragon Ball en dehors de ça, je vous jure, ça aurait été quelque chose, et après DreamWorks, ce serait les 4D en fait. Disneyphile, DCphile, DBphile et DreamWorksphile. Ça aurait été ça, je pense. Maintenant que j'y pense rapidement, mais voilà. Si je devais repartir sur quelque chose de différent et que ce serait très certainement l'animation d'ici, j'aurais exactement la même approche, c'est-à-dire, voilà, bien pointer ce qui fait que j'adore suivre un peu ça, hein, ce qui fait que c'est des studios qui méritent qu'on les suive, tout en déplorant ce qui n'est pas si bien que ça, ou ce qui est vraiment très discutable.
hein, parce que voilà, des fois on se trompe, des fois c'est pas super bien, et malheureusement il y a ces ratés de parcours qu'il est important de noter pour dire que c'est pas parfait. Et que je suis pas un mouton qui doit adorer tout ce que fait tel ou tel réalisateur, compagnie, etc. Voilà, c'est la différence entre un fan et un fanboy en ce qui me concerne. J'avais déjà fait une mise au point là-dessus il y a longtemps. Voilà, j'espère avoir lancé un sujet intéressant pour vous, parce que je suis pas sûr, mais voilà, je voulais mettre au point, maintenant qu'on approche plus ou moins de la fin, entre guillemets, des Disney-Files habituels que vous aurez. Vous aurez encore des Disney-Files en 2020, rassurez-vous, avec un rythme un peu moins soutenu, mais vous aurez encore des Disney-Files. Maintenant qu'on approche de ça, je voulais un peu mettre au point ce qui m'a fait lancer cette chaîne. Et ouais, j'espère avoir fédéré pas mal de gens qui ont un peu ce même état d'esprit. C'est-à-dire que oui, j'aime Disney pour certaines choses ils ont faites, mais pas pour tout quand même, quoi. Et fédérer plus de 10 000 personnes comme ça fait déjà grandement plaisir. Merci d'être aussi nombreux une fois de plus. En tout cas, à très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.